Bienvenue dans votre podcast. Je m'appelle Muriel Joubert, je suis coach certifié, mentor, enseignante de yoga et méditation et je crée des accompagnements en ligne. Dans ce podcast, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous ce qui m'anime vers une vie toujours plus libre et plus épanouie. Je souhaite le faire de façon tout à fait authentique, naturelle et transparente. Alors suivez-moi, suivez mes aventures, mes histoires dans ces conversations avec Muriel Joubert. À très bientôt pour les prochains épisodes. C'est un véritable plaisir de vous retrouver ici pour ce premier épisode Intimité partagée, voyage au cœur de mon histoire. Mon propos dans cet épisode, évidemment, ça va être de me présenter à vous et surtout de répondre à la question que l'on me pose le plus fréquemment. Muriel, comment fais-tu pour avoir la vie que tu as aujourd'hui? Je vais partir d'aujourd'hui, le présent. J'ai 48 ans et j'ai plusieurs métiers. Un métier dans le monde de l'entreprise, en tant que directrice des ressources humaines. Mon métier passion d'entrepreneur, je suis coach certifié mentor. J'accompagne des personnes, soit des particuliers, soit des entrepreneurs, soit des dirigeants qui veulent avoir une vie plus libre et plus épanouie. Je les accompagne dans tous les domaines, y compris dans le domaine de l'expansion de leur business quand ils sont entrepreneurs. Je suis également enseignante de yoga, de méditation. Je donne des cours, des ateliers, des stages. Par ailleurs, j'ai ma vie personnelle, ma vie de couple avec Stéphane, ma vie sociale, amicale, ma vie familiale. Je n'ai pas d'enfant par contre, mais j'ai une nièce, une filleule et j'ai un adorable chien guide qui s'appelle Moon. Ce qui rend tout ça un petit peu hors de l'ordinaire et qui fait qu'on me pose souvent la question « Comment fais-tu pour faire tout ce que tu fais ?» c'est que je suis une personne légalement aveugle. C'est-à-dire aveugle, mais pas à 100%, j'ai un petit restant de vision. Il faut vous imaginer comme un trou de serrure, vraiment tout petit, à l'intérieur duquel je vois flou. Mais ça, c'est d'autres histoires et je raconterai ça dans d'autres épisodes. Alors, qu'est-ce qui a fait que je peux avoir le niveau de vie que j'ai aujourd'hui avec le niveau de handicap que j'ai, qui est particulièrement lourd? Eh bien, maintenant, flashback, direction vers le passé, parce que le passé va éclairer là où j'en suis arrivée pour l'instant. Je précise aussi que là où j'en suis arrivée, pour moi, c'est que le début de tout ce qui s'ouvre dans ce chapitre de vie, du milieu de vie, parce que je sens vraiment que je suis amenée à expandre énormément l'entrepreneuriat, ma société en coaching, mentoring. Je suis amenée à partager mon enseignement avec de plus en plus de monde et à accompagner la transformation chez de plus en plus de personnes. C'est ça que mes clients me renvoient dans les accompagnements que je mène auprès d'eux, que ce soit en individuel ou en groupe. C'est vraiment cette capacité de transformation que j'ai auprès d'eux. Et là, ce qui revient toujours finalement dans les bilans, c'est je ne pensais pas que je pouvais changer autant en si peu de temps. Voilà, c'est ça le travail que je mène et j'adore vraiment ce que je fais. Flashback. De mes 0 à mes 16 ans, une vie classique en province, petite ville de province, je suis originaire d'Albi. Je me suis malgré tout toujours sentie différente dès le début, pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'avais un comportement dans l'obscurité qui était différent des autres enfants. Je me cognais souvent le soir dès que la pénombre s'installait, et encore plus la nuit évidemment. La deuxième, c'est qu'à l'âge de 6 ans, mes parents ont divorcé et c'était quelque chose qui n'était pas répandu du tout, contrairement à la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc j'étais la seule à l'école à avoir des parents divorcés. Donc évidemment, à ces âges-là, on se compare beaucoup, on n'est pas tendres les uns envers les autres. Donc de fait, j'avais ces différences-là en moi et j'avançais dans la vie comme ça. Mais en tout cas, ça m'a questionnée dès mon plus jeune âge finalement sur le sens de l'existence. Et puis ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, on m'a diagnostiqué une maladie génétique évolutive, une rétinite pigmentaire. Évidemment, je l'avais depuis ma naissance, simplement nous ne le savions pas. On pensait que j'étais une personne maladroite, du fait que je me cognais dans l'obscurité, alors qu'en fait, c'était déjà les premières atteintes de cette maladie génétique. Le spécialiste à Toulouse qui m'a diagnostiqué la maladie m'a dit « Voilà,
c'est évolutif, il n'y a pas de traitement connu à ce jour, vous pouvez perdre totalement la vue ou pas, et on ne peut rien vous dire quant à l'évolution, ni quand, ni comment. Donc en fait, il ne pouvait rien me dire à part le diagnostic. Ça a été un choc, vous pouvez l'imaginer, et à partir de là, je suis rentrée dans une période de déni. Le déni, c'est vraiment cette notion en psychologie qui fait que face à un événement brutal, un choc, quelque chose de douloureux, on a un mécanisme de protection en nous qui se met en place pour nous couper de cette douleur, de cette souffrance, et on nie la réalité. C'est ce qui m'est arrivé, de mes 16 ans à mes 32 ans, j'étais dans ce déni. Par contre, en toile de fond, j'avais vraiment une épée de Damoclès qui était présente tous les jours, et tous les jours j'avais cette pensée qui me traversait, je peux perdre la vue. Et à chaque fois que cette pensée arrivait et me traversait, je la refoulais, ce qui est le principe même du déni. Donc, comme j'étais dans ce déni, j'ai voulu avoir la vie la plus normale possible. Donc je me suis donnée à plein pour avoir cette vie normale. Je faisais comme tout le monde, la nuit je contournais mes difficultés, j'essayais de marcher sur les routes plutôt que sur les trottoirs parce qu'il y a moins d'obstacles. Voilà, j'avais développé toute une sorte de stratégie et de compensation un peu naturelle. Et j'ai donc pu faire mes études. J'ai fait une prépa à Fermat à Toulouse, une prépa HEC. Après, j'ai intégré l'ESSEC Business School en région parisienne. Là, j'ai rencontré la personne qui est devenue ensuite mon mari. Nous avons voyagé, nous avons vécu en Amérique latine pour des échanges universitaires, des stages. Après, nous sommes allés en Équateur pour une mission humanitaire. Et puis, on a commencé à travailler à Londres. Moi, j'étais à ce moment-là dans le contrôle de gestion. Donc vraiment, une vie, j'ai envie de dire, où j'ai profité à plein. Et à chaque fois, bien sûr, la nuit, j'étais gênée, mais ça se cantonnait à la vue de nuit. Après Londres, ça a été le retour vers Paris, toujours dans des grandes entreprises pour moi. J'étais alors trésorier. Puis j'ai travaillé ensuite dans le marketing. Moi, j'aime bien rester généraliste. J'aime pas me spécialiser dans un domaine et faire tout le temps la même chose. Et j'aime avoir des compétences les plus larges possibles. Et ensuite, après Paris, on est revenu vers Toulouse. C'était un souhait plutôt personnel, évidemment, de revenir dans ma région d'origine. Et mon mari a été d'accord pour m'y accompagner. Et là, à l'âge de 32 ans et 33 ans, c'est là que j'ai vécu des très grosses déconstructions. La première déconstruction, ça a été parce que mon mari a souhaité qu'on se sépare. Et ça s'est suivi d'un divorce. Ça a été un choc émotionnel intense. C'était très très douloureux. Et ça m'a conduit à commencer à m'intéresser à mon histoire personnelle pour essayer de traverser cette souffrance, j'ai envie de dire, qui était tellement grande. Et donc ça m'a conduit sur le divan d'un psychanalyste, où au final je suis restée chez lui pendant 4 années à raison de 3 séances par semaine. C'était intense. Parce que lui, dès le début, ce qu'il m'a renvoyé, c'est de me dire « Écoutez madame, vous êtes là pour le divorce, mais je sens une souffrance bien plus grande que ça, et il vous faudrait travailler dessus. » Et je lui ai dit « oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je sens bien qu'il y a quelque chose, et donc allons-y. » Et évidemment, au cours de cet accompagnement thérapeutique, ce qui est arrivé, bien sûr, il y avait le divorce, mais plus profondément, il y avait cette maladie génétique et cette peur de perdre la vue. Et l'année d'après, à l'âge de 33 ans, je perds effectivement la vue. Je suis vraiment passée d'une personne qui conduisait encore une voiture à devoir apprendre à marcher avec une canne blanche. Donc ça a été quelque chose de très brutal. Pourtant, paradoxalement, je perdais la vue par paliers, mais je ne m'en apercevais pas du fait de ce déni qui était si fort, parce que je compensais. Et finalement, c'est pas tant brutalement perdre la vue, moi, dont je me suis aperçue, c'est surtout que je m'épuisais de plus en plus, parce que je n'arrivais plus à fonctionner de la manière dont je fonctionnais avant. À ce moment-là de ma vie, j'étais manager en entreprise. Je me suis demandé si je pouvais garder ce niveau de job avec la malvoyance qui s'est installée. C'était même plus que ça, c'était une cécité légale. La définition de la cécité légale, c'est 1/20 pour l'œil corrigé quand vous regardez les lettres au tableau de l'ophtalmo à 4 mètres, ou bien, et ça c'est moins connu, un champ visuel inférieur à 20 degrés, ce qui est mon cas, puisque j'ai un champ visuel aujourd'hui de 3 degrés, d'où ma vision minuscule trou de serrure ou tubulaire, selon comment vous préférez vous la représenter. Et puis à l'intérieur de ce trou de serrure, c'est pas net. Il y a d'autres phénomènes associés.
À ce moment-là, j'ai eu une priorité dans ma vie quand ça m'est arrivé, c'était de garder mon job. J'avais un travail que j'aimais en tant que manager d'un service financier et je me retrouvais seule dans tout le reste. C'est-à-dire que j'étais divorcée, donc je vivais seule. J'avais une vie certes sociale et amicale, mais ça devient compliqué quand vous avez un handicap. Vous ne pouvez plus vous déplacer de la même manière. Enfin, il y a plein de choses qui changent, y compris dans votre rapport aux autres et dans votre rapport au monde. Tous mes loisirs, tout ce que j'aimais faire avant, il y a eu une déconstruction. Je ne pouvais plus rien faire de la même manière. Donc finalement, c'est comme si tout s'effondrait. Et ma santé était complètement en berne parce que je m'épuisais en permanence. Donc priorité le travail. Et pour pouvoir garder mon travail, j'ai fait des rééducations dans des instituts pour des adultes qui perdent la vue. Des rééducations lourdes pour tout réapprendre autrement. C'est du recablage neurologique à travers les différents sens. On rééduque l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Enfin, on essaye de stimuler finalement les capacités du cerveau de plasticité pour que les autres aires sensorielles prennent le relais sur l'aire visuelle. Sachant que quand on a un restant visuel, ce qui était mon cas, c'est compliqué parce que l'aire visuelle est tellement forte. On utilise la vue à 85% du temps dans nos différents sens. Quelque part, il y a une part de vous qui ne veut rien lâcher. Et puis, c'est renforcé quand vous êtes dans le déni. Donc, j'ai aussi dû faire tout un travail d'accompagnement psychologique, d'acceptation, de deuil de ma vue et d'acceptation de ce qui m'arrivait. C'est certainement ça le plus gros travail à mener pour pouvoir rebondir. Donc, ça a été des années intenses, de mes 33 ans à mes 36 ans, 37 ans, où voilà, ma priorité c'était ces rééducations et c'était de retrouver la santé. J'ai envie de dire que ce qui m'a sauvé la vie, c'est alors ma rencontre avec le yoga et la méditation. Parce que oui, je faisais une psychanalyse intensive, mais pour moi, la thérapie, ça fait des nettoyages. Sauf qu'une fois que vous nettoyez, qu'est-ce que vous remettez ensuite pour vous donner le goût de la vie ? Moi, ça a été ma découverte des grands enseignements spirituels qui m'a tiré vers le haut et qui m'a donné ce goût de la vie. Dès le début, alors que j'avais divorcé, en 2005, je suis allée me former à l'école de yoga et de méditation André Van Lisbeth à Paris. C'est une formation qui dure 4 années. J'étais déjà à Toulouse pourtant, et je faisais les trajets. Parce que, en toile de fond, je me disais, bon, si je perds la vue, totalement, je pourrais toujours enseigner le yoga et la méditation, par rapport à mon métier d'entreprise où je ne pensais pas pouvoir continuer. Et donc j'ai commencé à me former comme ça. Et là, j'ai découvert un univers extraordinaire. Quand vous êtes élève sur un tapis de yoga, ça n'a rien à voir. Vous suivez le cours, vous repartez, vous ressentez les bienfaits, c'est fini. Là, quand vous devenez enseignant, vous découvrez tout ce qu'il y a à connaître sur un être humain. C'est vraiment de la connaissance de soi à l'état pur, d'un point de vue physique, physiologique, émotionnel, énergétique, comment on fonctionne au niveau des pensées, et puis d'un point de vue spirituel. Ça a été des années tellement stimulantes, nourrissantes, enrichissantes, parce que tout ce que je vivais finalement et toute la souffrance que j'étais en train de traverser prenait sens à la lueur des enseignements que je recevais. Et puis comme je suis quelqu'un de très passionné, je me suis mise à fond dans le yoga et la méditation. J'ai suivi en parallèle de mon école de formation un grand maître spirituel et ensuite dans ma vie j'en ai eu un deuxième. Donc pendant 20 ans j'ai suivi ces enseignements des grandes traditions. Et j'ai pratiqué et expérimenté sur moi. Le premier bénéfice, ça a été de retrouver ma vitalité. Donc j'ai vraiment réinstallé des piliers très solides dans ma vie de santé, de vitalité. Je me suis intéressée à ça à travers le yoga, bien sûr, mais aussi l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, et plein d'approches de santé au naturel, dont l'alimentation. Je ferai peut-être un épisode sur tout ce que j'ai exploré, ce que ça m'a apporté, tellement il y a eu d'explorations diverses et variées de ma part. J'avais réussi à maintenir mon travail, je pouvais aller travailler. Au travail, j'avais dit évidemment ce que j'avais. Quand vous arrivez avec une canne blanche, ça se voit. Donc l'entreprise m'a accompagnée, parce que là aussi, je me donnais beaucoup dans mon métier, j'étais légitime et reconnue. Donc on m'a mis une adjointe, qu'on appelle une aide humaine. J'ai également pu changer de métier quand je l'ai souhaité, quand je me suis sentie un peu plus stabilisée. Je suis devenue alors directrice des ressources humaines et c'était une promotion. Ça correspondait au niveau de cadre stratégique, donc finalement perdre la vue ne m'a pas empêché de continuer à progresser. J'étais bien finalement, j'avais retrouvé mes bases d'une nouvelle vie et d'une nouvelle façon de vivre ma vie. Et à ce moment-là, comme j'avais fait ce travail-là en moi, j'avais fait aussi tout un travail de reconstruction personnelle vis-à-vis de ma confiance, mon estime. J'ai pu retrouver l'amour dans ma vie à travers une rencontre à l'âge de 40 ans
Ça s'est fait au travail. C'était le nouveau directeur adjoint d'à côté qui venait d'une autre région et ça a été une évidence. Et depuis, je suis en couple donc. Ça fait 8 ans avec Stéphane. Et puis, la vie était parfaite comme elle était. Je ne cherchais plus rien du tout. J'étais bien dans ma vie. Je reconstruisais mon nouveau couple. Je continuais à m'éclater dans mon travail de DRH. Mais en fait, la vie, elle est bien faite. Elle est même extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle vous pousse à évoluer. Et ce qui s'est passé, c'est en 2020. On a traversé mondialement des événements que l'on connaît. En France, il y a eu ce confinement. Et ça m'a amené à donner mon cours de yoga et de méditation en ligne. Depuis 2009, je donnais ce cours une fois par semaine en entreprise, dans mon entreprise. Et là, j'ai donné ce cours en ligne, d'autant plus que mes élèves étaient très stressés à cause de la période de confinement. Et puis d'autres personnes se sont greffées à ce cours en ligne, des amis, des connaissances. Et quand le confinement s'est terminé, on m'a demandé de continuer à donner des cours en ligne pour le plus grand nombre. C'est là que j'ai créé ma société Vivre en Yoga, pour diffuser l'enseignement du yoga, de la méditation, dans des stages, dans des journées présentielles à Toulouse et en ligne. 2 ans auparavant, j'avais fait une incursion dans le monde de l'entrepreneuriat très légère en créant une auto-entreprise parce que j'avais publié un livre qui est un récit de vie. Il s'appelle « Comment j'ai trouvé ma propre lumière, un autre regard ». Il est paru aux éditions Amalthée. Mais vraiment, à l'époque, c'était pas du tout dans une logique d'entrepreneuriat, c'était dans une logique de « je partage mon histoire au plus grand nombre parce que ça peut aider les autres ». Et c'est ce qui se passe puisque ce livre est encore aujourd'hui disponible. Et j'ai toujours beaucoup de témoignages comme quoi ça aide les personnes et ça leur amène beaucoup d'espoir face aux propres épreuves qu'ils ont eux-mêmes à traverser dans leur vie. J'ai donc mis un orteil dans le monde de l'entrepreneuriat en 2020 à travers la création de ma société Vivre en Yoga. Et très vite, j'ai senti que je voulais aller beaucoup plus loin. En fait, dans mon entreprise, depuis que j'étais devenue directrice des ressources humaines en 2012, mon nouveau rôle, donc j'avais une grosse équipe en ressources humaines à manager dans tout le sud-ouest de la France, mon rôle c'était de manager des managers qui eux-mêmes manageaient ensuite les collaborateurs, puisque parfois j'ai eu jusqu'à 80 personnes dans cette équipe-là. Et auprès d'eux, depuis 2012, ma posture c'était du coaching, sans le savoir. Parce que c'est ma posture préférée, j'aime être à côté de la personne et lui permettre d'évoluer et de révéler son plein potentiel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai encore les mêmes personnes à manager qu'en 2012 pour certains. Donc on a vraiment beaucoup travaillé ensemble et j'ai beaucoup œuvré à leur côté pour les faire grandir finalement dans leur posture managériale. Et tout ça, j'ai eu envie de le faire, mais hors de l'entreprise. J'ai eu envie de proposer le coaching à un autre public. Donc en créant ma société, ça m'a ouvert finalement tout ce champ. Je me suis mise à créer des accompagnements en ligne à base de coaching. Donc au début, c'était pour des femmes épuisées, au bord du burn-out, voire même en burn-out. Mon accompagnement s'appelle la méthode 5 minutes pour soi. Et puis ensuite, j'ai créé Oser réussir, qui est un accompagnement destiné à des entrepreneurs que je donne toujours aujourd'hui, soit en individuel, soit en groupe. Et là, le but, c'est de se déployer pour vivre confortablement de ces activités, sachant que je m'adresse plutôt à des entrepreneurs dans le monde du bien-être, des accompagnants. Donc ça va être des coachs, des thérapeutes, des profs de yoga, etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de succès dans le développement de mes activités entrepreneuriales, alors même que je faisais ça en parallèle de mon métier de DRH et puis prof de yoga et méditation. J'ai accompagné en 2 années une 40aine de clients. Je ne sais même pas vous dire aujourd'hui comment j'ai pu faire ça. J'ai regardé l'autre jour, j'ai fait plus de 400 heures de coaching. C'est juste incroyable. Et en parallèle aussi, je me suis formée au coaching parce que bien sûr, je savais coacher, mais j'ai voulu aller beaucoup plus loin en termes d'outils, de méthodes et de puissance de mes coachings. J'ai choisi ce qui pour moi est une des références en France dans le monde du coaching, la LKB School of Coaching chez Lynn Burney. Elle a ramené le coaching en France il y a plus de 30 ans maintenant. Et en bonne passionnée, quand je me forme, j'y vais à fond. C'est comme le yoga, je continue à me former. Donc j'ai commencé la première année, je me suis certifiée en tant que coach. Et puis dans la foulée, j'ai enchaîné la 2e année avec toutes les techniques du clean coaching, qui est si particulier, si profondément thérapeutique et que moi j'adore. Et après, là, je suis en formation sur les constellations. J'espère que cette présentation
vous aura d'une part inspiré, donné à voir que tout est possible, vraiment tout est possible, parce que si on m'avait dit, quand je perdais la vue, quand j'étais au cœur de mes ténèbres, de ma souffrance, de l'ombre que j'étais en train de traverser à l'âge de 33 ans, si on m'avait dit et décrit la vie que j'ai aujourd'hui, je n'y aurais jamais cru. Ça m'aurait semblé juste hors de portée et impossible. Donc ça, c'est mon premier message, c'est que nous avons des potentialités et des capacités extraordinaires en nous qui sommeillent, et il ne tient qu'à nous d'aller les éveiller, les réveiller. Le deuxième message, c'est que plus j'avance, plus ces déconstructions, parce qu'on se déconditionne de plein de choses qu'on croyait, et on s'aperçoit que finalement, ben non, c'est pas ça. Finalement, plus je contacte qui suis-je, mais au sens profond, pas juste ma personnalité, et bien sûr sur un plan de la connaissance de soi, mais de plus en plus dans les profondeurs, plus c'est une source de joie, d'épanouissement et de libération. Et moi, c'est ça que j'ai à cœur aujourd'hui d'accompagner chez mes clients pour qu'eux-mêmes trouvent leur propre chemin. Et je fais ça à travers le coaching et le mentoring, vers leur source de créativité, leur épanouissement et leur bonheur, tout simplement. Alors, dans ce podcast, eh bien, je vais partager très largement. Au début, je voulais faire un podcast spécifiquement pour les entrepreneurs et puis finalement, je n'y arrive pas. Mais mes partages sont beaucoup plus vastes que ça. Ils s'adressent à chaque humain que nous sommes, que vous êtes. Je suis capable de parler aussi bien de vitalité que de santé au naturel, que du monde de l'entreprise et l'importance des relations au travail et la gestion du stress et la gestion du temps, et puis la spiritualité et la matière réconciliée qui est mon dada. Enfin voilà, donc je vais parler de tout ça, de ce qui m'anime, ce qui me passionne, ce qui tire ma vie, ce qui continue à l'habiter. Et j'espère que pour vous, en miroir et en regard, ça pourra vous amener aussi des prises de conscience et des clés pour votre propre vie. C'est mon souhait le plus cher. Alors je vous invite maintenant à continuer à me suivre si vous avez aimé ce premier épisode, à noter cet épisode sur vos plateformes de podcast d'écoute préférées, à y mettre 5 étoiles pour encourager vraiment cet épisode à être écouté, entendu, vu par le plus grand nombre. Et je vous dis à très bientôt.